Bonjour à tous, merci pour la patience. On va commencer. Donc, ce panel, c'est sur la question des licences de l'open source par rapport à l'IA. Et ce qu'on va essayer d'explorer, c'est la question de dans quelle mesure est-ce que les licences open source aujourd'hui sont ou peuvent être utilisées dans l'IA et plus largement, en fait, est-ce que le concept d'open source s'applique ou peut être les principes et les concepts de l'open source peuvent être transposés dans le contexte de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qui sont en train d'émerger? Quelles sont ces nouvelles pratiques? Et est-ce qu'elles sont compatibles effectivement avec l'open source? Ou alors est-ce qu'on est en train de se diriger vers un système qui est ouvert, mais qui a des restrictions spécifiques, un peu comme avec l'arrivée en fait de Creative Commons, qui ont introduit certaines restrictions par rapport aux principes fondamentaux de l'open source pour répondre à certains besoins, qui étaient plutôt les besoins des artistes. Et donc, est-ce que les besoins, que ce soit des questions éthiques, que ce soit des questions de business ou commerciales, est-ce que l'intelligence artificielle peut s'emparer des licences open source, ou bien est-ce que ça justifierait aussi la création de nouvelles licences qui soient pas tout à fait propriétaires, mais qui soient pas complètement ouvertes autant que les open source? Voilà, donc on va commencer avec Benjamin Jean. Tu veux te présenter? Bonjour tout le monde. Donc Benjamin Jean, je suis, ça bouge tout seul, juriste de formation. Je me suis spécialisé très rapidement, très rapidement, oui, sur les sujets qui touchaient à l'open source, l'open data, tout ce qui était collaboratif. Et j'ai fondé en 2011 une structure qui accompagne spécifiquement tout type d'organisation sur ces sujets. Donc ça, c'est moi. Et le sujet open source AI, bon, il est super. À la fois, il est très complexe, et en même temps, il y a des choses intéressantes qui sont ressorties récemment. Et notamment, je pense que qui dans la salle connaît l'Open Source Initiative et l'Open Source Définition? Alors, toutes les mains ne sont pas levées, donc c'est bien que je pose la question. Dans les années 2000, en 1998, il y a eu un besoin de créer une définition de ce qu'était une licence open source. Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait des licences dans tous les sens, que tout le monde se perdait et que l'intérêt même du logiciel libre de l'open source, qui était de créer des standards et de faciliter la collaboration, était perdu parce qu'il y avait trop de spécificités. Donc il y a une instance qui a été créée, qui était l'Open Source Initiative. Il y a une définition qui a été créée, qui est l'Open Source Définition. Et aujourd'hui, c'est notamment grâce à cette Open Source Initiative qu'il y a un nombre limité de licences open source qui existent. Et lorsqu'une licence est dite open source, c'est vraiment qu'elle respecte les 10 critères de l'Open Source Définition. Récemment, on s'est mis à parler d'open source de partout, notamment, et c'est le point que je voulais aborder, dans le contexte intelligence artificielle. L'Europe, le législateur, lorsqu'il a rédigé son règlement en matière d'intelligence artificielle, a notamment, à la demande des acteurs de l'open source, introduit une exception en matière d'AI, en disant « Ok, on a des règles, on va apporter une régulation en fonction des contextes dans lesquels vous allez utiliser l'intelligence artificielle, mais pour l'open source, on va aménager des exceptions, parce que effectivement, les acteurs ne sont pas les mêmes, les enjeux sont un peu différents. » Donc je ne rentre pas sur l'AI Act en tant que tel. En revanche, il y a eu une définition qui a été proposée par les législateurs européens à l'époque, qui a fait peur à pas mal d'autres acteurs, notamment l'Open Source Initiative, qui ont dit attendez, nous l'open source, on a essayé jusqu'à maintenant de clarifier ce que voulait dire open source, et vous créez une nouvelle définition, vous ne consultez même pas, et vous nous apprenez que l'open source AI, c'est ça. Est-ce que l'Open Source Initiative était légitime pour créer une définition de l'open source dans le domaine de l'AI? C'était une vraie question, et je dirais que ils sont auto-saisis eux-mêmes pour savoir s'ils devaient ou pas publier une nouvelle définition. Il y a eu pas mal de désaccords. Il y a des membres du board qui sont partis, il y a des nouveaux membres de board, il y a des financeurs qui ont arrêté de financer l'OSI, il y en a de nouveaux qui ont financé l'OSI. Donc il y a eu un jeu assez intéressant en une seule année de remise en question en fait, du rôle de l'OSI et donc de l'intérêt ou pas d'avoir une définition de l'open source AI. Au final, ils ont publié un texte. Alors, le texte, il n'est pas inintéressant. Je ne sais pas qui a lu le texte de la définition de l'open source AI par l'Open Source Initiative. Il y a quelques mains. C'est très proche de la définition du logiciel libre.
C'est paradoxal parce que généralement, il y a deux définitions, celle du logiciel libre et celle de l'OSI avec l'OSD. Et eux, en fait, ils ont défini les libertés de l'open source AI en disant il faut, globalement, je ne reprends pas le texte, mais que ça permette l'usage, ça permette d'étudier le système AI en tant que tel, de permettre la modification et le partage de ces éléments-là. Et en fait, pour ce faire, là où il y a eu du vrai travail, entre guillemets, contractuel, je ne ferais pas le dire comme ça, ils ne m'apprécieraient pas s'ils m'entendaient parler d'eux comme ça, ils ont beaucoup travaillé, mais là où il y a eu plus d'efforts, c'est sur la définition de ce qu'est l'open source, un AI système, le système AI. En fait, qu'est-ce qui compose un système AI et comment est-ce qu'on décrit notamment les modèles en termes d'AI. En fait, qu'est-ce qui caractérise ces parties d'un tout qui est le système AI. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte que la propriété intellectuelle, c'était pas l'essentiel. En fait, ce qu'ils ont rapidement dit, c'était Carlo Piana qui siégeait au sein de l'OSI à ce moment-là, c'est que finalement, dans la définition de l'open source, c'était principalement de la propriété intellectuelle, du juridique, et un petit peu de clauses qui touchaient à l'accès au code. En disant, juridiquement, vous devez donner les droits, matériellement, vous devez donner ce qui correspond à ce que vous voulez que les gens puissent manipuler. Bah, dans les AI, c'était l'inverse. Les droits, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propriété intellectuelle. En revanche, il y a plein de choses qu'il faut potentiellement transmettre. Il faut délimiter ce périmètre de ce qui doit être transmis. Donc ça, c'était un premier retour sur l'open source, la définition de l'OpenAI par l'open source définition. Et donc, dans la discussion qu'on a eue dans le contexte de ce panel et de ces échanges, c'était de se dire, mais voilà, la première question pour moi, c'est est-ce qu'on doit s'inspirer de ce qui a été fait dans l'open source pour définir ce qui est la définition d'un open source AI? Est-ce que le rôle de la propriété intellectuelle doit être le même? Parce que c'était très facile avant de dire à tout le monde, il y a des droits de propriété intellectuelle, donc on va s'entendre sur la manière dont on va les gérer. En fait, dans l'AI, les enjeux ne sont pas les mêmes. Je réfléchissais un peu à ce que ça, en fait, quelles devaient être les réponses qu'on devait chercher à apporter, selon moi, mais je n'ai pas les réponses. En tout cas, les quelques questions qui me venaient, c'était comment est-ce qu'on propose un modèle qui est systémique, neutre et englobant? En fait, l'intérêt de la propriété intellectuelle, c'est quand vous dites à tout le monde, vous connaissez la propriété intellectuelle, bon, les gens, avec plus ou moins de confiance, vous disent oui. Maintenant, si on vous leur demandait, vous comprenez ce que veut dire un système d'intelligence artificielle, et vous comprenez les droits associés à un système de gestion d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aussi qu'on puisse proposer quelque chose qui est alternatif et compatible avec les modèles économiques actuels, ce qui fait l'une des forces de l'open source, c'est que même s'il y a plein d'acteurs qui ne se retrouvent pas dans des logiques commerciales, c'est tout à fait compatible avec des logiques commerciales. Et il faut aussi qu'on sensibilise et qu'on participe à une prise en compte, montée en conscience de ces différents acteurs. Et alors, quelques actions qui me sont venues, et je finirai avec ça, c'était juste pour introduire un peu les réflexions que je pouvais avoir. C'est d'une part la question de la sensibilisation. Bon, je pense notamment à ce qu'a lancé la Quadrature sur la façon dont on rend perceptible les enjeux de l'AI à tout un chacun. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes sont dépassées, on voit l'opportunité, on ne comprend pas trop les risques. Et une question que je me posais, je n'ai pas la réponse, mais c'était un projet de recherche lequel on avait travaillé il y a quelques temps. C'est la manière dont on pourrait aussi se concentrer sur toute la partie service. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle et les systèmes d'AI en tant que tels, dans leur globalité, c'est surtout une manière de fournir des services. D'un point de vue économique, c'est des personnes qui proposent via une interface, souvent web, à des personnes de payer pour avoir accès à des réponses d'AI. Et je me dis que finalement, l'interface, elle est surtout dans les conditions d'utilisation de ces services-là. Et on avait fait un travail qui s'appelait APITOS. J'ai plus le terme, c'était FACT, mais bon, globalement, c'était comment donner confiance dans l'utilisation des services sur Internet. Ça rejoint un peu toute la réglementation qu'il y a aussi autour de la loyauté des hébergeurs, ou des fournisseurs de services. Et de se dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur les conditions d'utilisation. Donc on est sur du contractuel, c'était un peu le point qu'on évoquait hier. Et surtout sur une compréhension, typiquement vous utilisez ChatGPT, dans quelle mesure vous êtes alerté sur les enjeux principaux qui vont vous donner confiance ou pas dans l'utilisation de ChatGPT ou de n'importe quel autre fournisseur d'AI. Et ça se trouve d'un point de vue consommateur et ça se trouve d'un point de vue aussi commanditaire. Quelqu'un qui veut acheter de l'AI, quels sont les critères qu'il peut utiliser pour choisir une solution ou une autre. Voilà, c'était très rapide, mais juste pour introduire la réflexion. Je peux faire juste une micro-réaction parce que par rapport au point que tu viens de faire, j'ai l'impression que quand on parle d'une solution contractuelle, donc avec les termes of service, ça ne fonctionne que si effectivement c'est parce qu'il y a un accès API où on doit cliquer sur je suis d'accord, mais donc justement ça c'est pas très compatible avec une approche open weight si c'est pas open source où en fait on n'a plus besoin, les termes de service n'existent plus, donc il faut qu'il y ait une licence associée avec le modèle. Donc
comment est-ce que l'approche contractuelle peut... Alors, oui, non, moi, ce qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'on avait essayé de traduire dans le cas d'APITOS, c'est de dire, typiquement, si la transparence et l'accès à certaines informations sont nécessaires pour les utilisateurs des services, quelque chose qui doit être affiché et mis en avant de telle manière à ce que les personnes choisissent d'utiliser plutôt tel type de service qu'un autre. Donc ça veut dire que l'incidence de l'importance qu'a cette transparence va imposer qu'ils diffusent par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire, mais ils vont le faire. Ensuite, il y a ceux qui vont le faire parce que ce n'est pas un argument commercial. Là, c'était juste la manière dont on pouvait rattacher les enjeux de transparence et tous ces sujets en matière d'AI à des business models, en tout cas des situations dans lesquelles les acteurs économiques auraient intérêt à partager. En fait, quel intérêt on peut donner aux acteurs à partager? C'est peut-être un peu le schéma qui me venait. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais pour moi, ce n'est pas incompatible, mais c'est qu'une partie de la solution. Mais en revanche, ça permet d'intégrer les acteurs du marché dans cette logique de distribution, là où sinon ils ne le feront pas. Oui. Plutôt pour les acteurs qui ne prennent pas une approche open weight. Okay. Complètement. Ok. Merci. Adrien, tu veux présenter? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Badevant, je suis avocat au barreau de Paris, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Entropie et je traite de sujets de data et d'algorithmes tous les jours. Il y a un an, près de Londres à Bletchley, il y a eu le sommet AI Safety Summit, dont vous avez très certainement entendu parler, qui est venu réunir à la fois tous les institutionnels, les académiques, les ONG et les acteurs privés qui développent des modèles de fondation. Et le principal narratif à l'époque, c'était de dire que ceux qui développaient des modèles open source allaient démocratiser, favoriser l'accès aux bioweapons et qu'en fait l'open source était synonyme de danger. Et ce narratif, il n'était pas du tout minoritaire, il ne faut pas croire que c'était une action qui était juste dans un coin, c'était véritablement coordonné, ça a été factuellement documenté qu'il y a eu plusieurs millions injectés en politique publique pour montrer au gouvernement qu'il y avait un risque lié à l'open source. Et le problème des modèles complètement fermés, en dehors du fait que ça va créer encore une fois une situation oligopolistique, c'est que le risque principal, c'est qu'il n'y a pas une pluralité à la fois dans les données d'entraînement, mais aussi dans les algorithmes qui les traitent, une pluralité de représentation du monde et d'accès par rapport à ces différents services pour les citoyens utilisateurs. Sauf que du côté de l'open source, tel qu'il a été défini d'un point de vue logiciel, il n'y avait pas encore une voie, il n'y avait pas encore un plus grand dénominateur commun qui avait été créé, et du coup, il n'y avait pas un contre-narratif qui était proposé. Et personne n'était capable de manière vocale véritablement d'expliquer, que ce soit au Premier ministre de Grande-Bretagne ou dans d'autres juridictions, que l'open source était en fait un enabler, quelque chose qui allait permettre de faire plusieurs choses. Que ce soit la reproducibilité scientifique dont on vient de nous présenter les bienfaits, que ce soit en termes d'explicabilité, de transparence, fixer des bugs. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de points positifs, on peut en lister peut-être une douzaine, à l'ouverture, à l'openness. Et pourquoi il n'y avait pas un plus grand dénominateur commun? C'est qu'en fait, l'écosystème de l'openness, et je vais faire exprès de ne pas parler d'open source, c'est un écosystème qui voit qu'il y a des avantages de manière assez grande, et il y a une taxonomie d'avantages, et que parfois il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'à faire de l'open science, c'est-à-dire ils ne sont pas en train d'additionner open data plus open model, etc. Et pourtant ils apportent quelque chose à la conversation. Et ce plus grand dénominateur commun, il n'était pas trouvé parce que l'écosystème était tiraillé entre de l'open washing, avec des grands groupes américains qui pouvaient vous dire qu'ils faisaient de l'open source AI ou qui s'appelaient directement dans leur titre OpenAI ou qui mettaient à disposition des modèles de LLM qui sont pourtant sur des licences propriétaires et si vous regardez le détail de la licence, vous ne pouvez pas par exemple utiliser les outputs, les résultats de sortie pour réentraîner, pour le réutiliser pour du training dataset dans l'entraînement d'un autre modèle et pourtant ça s'appelait open source. Donc il y avait tout cette open washing. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui voulaient faire en sorte qu'une vision quasi prescriptive de l'open source, telle qu'elle pouvait être plus facilement définie en matière logicielle, vienne s'appliquer à l'IA sans venir définir de quel élément on discutait. Et donc, ils disaient de manière
quasi absolue, ça serait peut-être l'autre excès inverse, asymétriquement caricatural, de l'open bashing. Ah non, vous avez une composante qui n'est pas du tout open source, arrêtez de dire que c'est open source. Ce dont on se rend compte, c'est que dans l'openness, il y a plusieurs avantages. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas de la reproducibilité scientifique qu'en mettant à disposition de la communauté le code, par exemple, d'inférence ou les weights, les pré-training weights, que vous ne contribuez pas aussi à quelque chose qui va permettre d'encapaciter d'autres individus. Donc ce qu'on avait fait avec Mozilla il y a 7 mois maintenant à New York, c'est qu'on a réuni beaucoup d'acteurs qui venaient de ces différentes sphères. Ça va de Elater AI, pour ceux qui connaissent, qui font vraiment des choses remarquables, jusqu'à des personnes qui peuvent travailler dans des private labs où ils font plus de l'available weight ou de l'open weight que de l'open science de manière très globale. Et on s'est dit, voilà, 2 questions. Quels sont les bénéfices de l'openness? Et est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à décrire ce que c'est que le tech stack d'un modèle et d'un système d'IA pour qu'on comprenne de quoi on parle? Parce que demain, quand quelqu'un va vous dire « moi, mon système d'IA, il est open », on parle de quoi en fait? Est-ce qu'on parle du code? Est-ce qu'on parle des data? Est-ce qu'on parle des weights? Et là, on n'est qu'au niveau du modèle. Parmi le code, est-ce qu'on parle du pre-training code? Est-ce qu'on parle de l'inference code? Et j'en passe. Parmi les data, est-ce qu'on parle du pre-training dataset? Est-ce qu'on parle des data d'évaluation? Parmi les weights, est-ce qu'on parle des paramètres que vous avez utilisés au tout début? Donc, vous voyez, il y a une taxonomie qu'on a essayé de dresser. Et puis ça, c'est le modèle. Au-dessus du modèle, vous mettez des interfaces utilisateurs, etc. Vous avez un système. Le système d'IA, d'ailleurs, qui est défini dans l'AI Act, principalement. Vous pouvez avoir des systèmes prompts. Toutes les guardrails et les safeguards se jouent davantage au niveau du système. Donc, quand vous dites demain que vous avez un système d'IA qui est ouvert, encore une fois, de quoi on parle? Donc, on s'est rendu compte qu'il faut, premièrement, avoir une approche qui soit peut-être pas prescriptive et accepter les bienfaits d'une typologie qui peut être un peu plus multiple, avec des curseurs qui vont donc de quelque chose qui va, encore une fois, de l'available weight jusqu'à l'open science. Et il y a plein de degrés bénéfiques pour une approche de l'openness. Et la deuxième chose, c'est de décrire ce tech stack et de savoir de quoi on parle. Donc on a publié ça avec des chercheurs très intéressants qui travaillent soit chez Hugging Face, à Princeton, à Columbia ou à Mozilla. Et de ce papier-là, maintenant, on essaie de réfléchir sur les questions d'AI safety, parce que là encore, il faut des outils qui soient open pour pouvoir tester des modèles qui le sont aussi. Et cette approche globale permet aussi d'apporter dans la conversation un narratif différent à des institutionnels et des policymakers à qui on est venu nudger le fait que open égale bioweapon égale danger. Alors qu'on se rend compte que dans des closed sources, enfin, de toute manière, si vous voulez faire une action qui est véritablement belliqueuse, vous pouvez aussi très bien hacker un système et récupérer le modèle closed source. Donc, c'est de ces débats que sont nées les différentes prises d'initiative. Il y a eu des frameworks intéressants qui sont sortis. Celui de Linux que vous avez peut-être vu passer, le MOF, le modèle Openness Framework, qui décrit aussi une typologie de ce tech stack. Et donc, je vais passer la parole à Charlotte. Merci. Alors, attendez que je vous mette ça en... Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, enchantée, je m'appelle Charlotte Elliard. Je suis également avocate au barreau de Paris. Et en ce moment, je suis directrice des opérations dans une start-up qui est spécialisée dans les solutions legal tech dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Alien. Et du coup, pour ma part, je vais vous présenter, si ça veut bien fonctionner, dans la continuité de tout ce qui a été présenté avant sur les problématiques liées à l'open source et surtout à la fragmentation des licences. Donc par vous également. On a fait un peu le même travail que vous, qui est de faire un état des lieux. Donc vous l'aurez compris, et là le sujet aujourd'hui, c'est que la plupart des big players en IA se mettent à rédiger leurs propres conditions. Et le constat, c'est que pour les utilisateurs, à la fin, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et il n'existe pas, on va dire, un modèle de licence de référence, comme on peut trouver avec Creative Commons, qui permettrait d'avoir une meilleure lisibilité des différentes options, une meilleure compréhension globale de tout ça.
Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais nous, on a fait un petit tableau. Si vous voulez, on vous partagera aussi le deck, où on s'est amusé à aller lire une à une toutes les licences et voir quelles étaient un peu les conditions, qu'est-ce qui était ouvert, fermé, conditionné à quoi, etc. Voilà. Bon, donc, le mot d'ordre, c'est quand même que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et du coup, ce que je voulais vous présenter pour clôturer un peu ce panel, c'est notre solution. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est notre solution à cette situation de fragmentation des licences. En fait, initiée par Alien, mais avec plein d'autres acteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à la rédaction d'une licence unique modulable qui permettent un peu de retrouver toutes ces petites options qu'on voit, donc, qui sont déjà choisies par les acteurs existants. Et de publier tout ou partie des composants de l'IA dans des termes qui parlent à tout le monde, qui deviendrait un peu le référentiel. Donc je vous le disais, notre licence qu'on appelle la Copyfair License, elle s'inspire donc des licences Creative Commons, dans le sens où c'est une licence avec des options, donc une licence conditionnelle. L'idée, c'est de dire que comme Creative Commons a répondu aux besoins des artistes quand ils ne s'y retrouvaient pas et qu'ils avaient des intérêts économiques à défendre, l'idée, c'est de répondre à ces besoins ici. Et elle s'inspire également, et ça a été beaucoup mentionné, des licences qui sont dites Open Rail, donc plutôt en lien avec tout ce qui est Responsible Innovation, puisqu'elle contient aussi des options sur ces sujets-là. Vous pouvez accéder à la licence. Alors, je vous ai mis le lien en bas si vous voulez lire le texte en entier. Sur notre site qui s'appelle alien.club, page technologie, sur la page Copyfair License. Et que vous le sachiez, c'est la première fois qu'on la présente aujourd'hui. Donc, en tant que licence ouverte, la licence Copyfair permet évidemment de donc tout ce qui est très classique, reproduire, copier, utiliser, développer, etc., le matériel sous licence. Elle permet, donc ça c'est plus le côté un peu Open Rail ou similar, d'intégrer des restrictions d'utilisation. Donc pour ceux qui par exemple seraient soucieux... Ah, on n'entend pas ? Ah pardon. Pour ceux qui seraient soucieux de par exemple prohiber certains usages. C'est bon ? Ok. De prohiber certains usages, donc par exemple les usages militaires. Elle permet d'intégrer donc une clause de copyleft. Idem, on peut retrouver ça un peu dans toutes les licences qui sont aujourd'hui pratiquées. Une obligation de créditer, donc tout ça c'est assez standard, mais donc c'est vraiment à l'utilisateur de la licence quand il choisit de cocher les cases, de moduler ce qui l'intéresse, oui ou non. Et la grande nouveauté, c'est dans la clause dite de Copyfair, qui fait en fait la distinction entre différentes catégories de bénéficiaires. Et donc l'idée, c'est pas de distinguer en fonction des usages, commerciaux ou non, ou en tout cas pas uniquement, mais d'essayer de distinguer des typologies d'acteurs. Donc vous pourrez lire la licence, il y a plein d'options, mais nous, ce qu'on permet dans cette clause, c'est de distinguer les usages open qui sont dits permissionless, donc aux donneurs de licence de les définir. Et par opposition, tout ce qui n'est pas permissionless sera donc conditionné aux donneurs de licence de définir à quels critères est soumise cette clause. Donc ça peut être par exemple des critères de revenus, des critères de chiffre d'affaires en lien avec l'utilisation du matériel sous licence, etc. Et de définir quelles sont pour lui des conditions acceptables. Donc ça peut être par exemple très classiquement l'obtention d'une licence en direct avec lui, ou le paiement d'une somme forfaitaire, ou même un système de tier pricing, donc de paiement qui augmente en fonction des revenus générés par l'utilisation du matériel protégé. Voilà. Donc, écoutez, donc vous pouvez retrouver la licence sur ce lien. Ça, c'est notre petit logo. Et évidemment, on est très preneur de vos retours sur cette licence. Alors, on suggère, on met des exemples. Alors, nous, on envisage de publier, oui, certaines de nos briques sous cette licence, mais on ne l'a pas encore fait. Mais du coup, c'est vrai que quand on l'a rédigé, on s'est projeté dans l'utilisation de ce texte. Super, merci.
Donc, pour créer un peu de conversation dans ce panel, j'ai une question pour tous les trois, en fait, qui est donc une question ouverte, mais pour générer un peu de débat. Et en fait, la question que je me pose en écoutant ces interventions, c'est dans quelle mesure, en fait, est-ce qu'on est vraiment en train d'essayer de déterminer est-ce que l'IA rentre, ou est-ce que les licences utilisées aujourd'hui par l'IA rentrent dans le contexte de l'open source, plutôt que la réponse, je pense, c'est plus ou moins non pour l'instant. Je pense que la OSI, il y a eu aussi pas mal de critiques, notamment par rapport à la question de est-ce que les données doivent faire partie en fait de l'open source. Et d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est quand on parle de open source? On parle de source, on parle de code source. Dans l'IA, de quoi on parle quand on parle d'open source? Puisque est-ce qu'on parle de la source? Dans ce cas, ça pourrait effectivement être la source des données. Mais la plupart des modèles d'IA n'ont même pas le droit eux-mêmes de dévoiler les données puisqu'elles sont protégées soit par confidentialité, soit par droit d'auteur. Il y a en plus donc, toutes les questions, notamment donc, de AI alignment, qui sont répondues par des licences telles que les OpenRail, qui vont introduire certaines restrictions sur les usages pour s'assurer qu'on ne fasse pas ces bioweapons. Et ensuite, il y a toutes les questions donc, commerciales autour de est-ce qu'effectivement, si on ouvre tout alors qu'il y a un énorme investissement qui a été fait, si le choix c'est soit open source, soit propriétaire, le choix ça va devenir propriétaire. Donc en fait, est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu comme à l'époque donc où l'Internet a ouvert la possibilité d'avoir des contenus un petit peu accessibles facilement et qui a donc motivé la génération de licences qui ne sont pas des licences open source et qui ne revendiquent absolument pas d'être des licences open source, qui sont donc par exemple les licences Creative Commons. Et donc est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de rencontrer un nouveau moment de bascule où en fait, on a besoin de nouvelles licences et que ces licences sont potentiellement ouvertes, mais pas ouvertes jusqu'au bout dans le sens de l'open source, pour la raison de la confidentialité ou du droit d'auteur par rapport aux données, pour la raison de l'alignment et safety autour de l'IA et pour les raisons commerciales. Voilà, c'est une question un petit peu ouverte, mais ça m'intéresse de savoir vos opinions. Déjà, c'est intéressant si certains acteurs n'utilisent pas le terme open source alors qu'ils font que de l'open weight. Ça, je pense que c'est une des premières approches. En réalité, il y a des acteurs qui vont vous dire qu'ils font de l'open source dans l'IA, alors que l'open source, d'ailleurs, ne s'appliquerait que à l'inference code et pas au pre-training code. Donc, je dirais, le premier réflexe déjà, ce serait ne pas utiliser le terme open source dans l'IA de manière trop large. Le second, c'est de commencer à utiliser des nuances. Donc, si vous faites de l'open weight, dire open weight. Si c'est de l'available weight, dire available weight. Pour autant, il y a quand même une nécessité de reconnaître que même ceux qui font de l'available weight, ils contribuent à quelque chose par rapport à ceux qui font une approche entièrement fermée. Mais si après on rentre par rapport à ta question Primavera sur est-ce que l'open source s'applique à l'IA, c'est là où tout n'est pas du code source. Donc, un weight, par exemple, ça sera peut-être une licence open data qui sera plus approprié. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans la communication, en tout cas très grand public, il y a des personnes qui vont faire de l'Apache sur l'inference code, mais pour autant, le pre-training code, lui, va être complètement propriétaire. Et c'est cet amalgame-là qui aussi n'est pas très bénéfique pour l'écosystème et son développement. Ensuite, il n'y a pas que des questions d'openness, il y a des questions de completeness. Si on va juste sur la data, si vous faites des data cards ou même des model cards, ok, peut-être que vous avez mis certaines choses sous une forme open, mais pourtant vous ne l'avez pas rempli de manière complètement exhaustive et complète. Donc c'est open, mais c'est incomplet dans la précision de l'information. Et donc on se rend compte que ce n'est pas non plus le seul vecteur, l'openness. Il faut voir aussi l'aspect completeness. Et voilà, il y a des licences qui sont aussi customisées, qui ne sont pas des licences open source, comme les Rail Responsible AI License auxquelles tu faisais référence, mais qui ont quand même aussi une certaine utilité. Donc c'est un débat qui est complexe parce qu'on se rend compte qu'il faut distinguer le tech stack et qu'il faut aussi pas utiliser des appellations qui pourraient soit créer des amalgames ou soit rendre d'autres personnes sensibles sur le fait que ça soit une réappropriation d'un concept.
Oui, j'ai l'impression aujourd'hui, en fait, puisqu'on a, on a le training dataset, on a le code d'entraînement ou d'inférence, et on a le modèle et on a le output. Et en fait, lorsque on va utiliser quelque chose d'ouvert, on appelle open source sur toute la lignée au lieu de définir précisément la brique qui détient cette licence. Oui, je pense qu'il y a une envie quand même d'avoir les mêmes libertés dans le domaine de l'AI, qui a la même confiance dans l'intelligence artificielle qu'on a pu l'avoir dans le logiciel parce qu'il était open source, soutenu par une communauté ouverte, qu'on pouvait, j'ai n'importe quoi, le reproduire dans un autre environnement si on avait le besoin, de le forquer si on le voulait. Il y a ces idées que ce qui existe dans le logiciel puisse se reproduire dans le domaine de l'AI, mais sans le levier, et c'est pas sans le levier de la propriété intellectuelle. C'était facile de dire logiciel, on sait ce que c'est un droit de propriété intellectuelle qui a été créé pour ça, et hop, on change juste la manière dont on l'utilise. Donc on a une licence copyleft ou pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on inverse l'usage qu'on a l'habitude de faire du droit d'auteur. Moi, j'ai l'impression dans ce qu'on s'est dit, il y a la question de quelles seraient ces libertés. Alors effectivement, on pourra se poser la question de quel type de code source on veut, quel type de données on veut. En tout cas, on peut se poser la question vraiment du périmètre et ça peut dépendre des projets. Comme dans l'open source, il y a des projets qui vont nous donner tout le code qui a été nécessaire à tester, à développer le logiciel, ainsi de suite. D'autres qui vont nous donner juste le code source nécessaire à l'exécution. Donc on a ces différences qui ne sont pas si importantes que ça, sauf dans certains contextes. Dans le domaine de l'open source, j'entends. Là, à voir si c'est plus important. Dans le contexte de l'open source définition de l'OSI, ils ont fait clairement, ça a été des négociations, ça a été un an de douleur pour aboutir à cette idée que les données qui devaient être partagées étaient les données qui étaient suffisantes. Il y a cette idée de vous faites autant que possible, mais il y a des choses que vous n'avez pas le droit de partager. Voilà. Ça a été très critiqué, notamment par le courant de la recherche, en disant mais c'est pas. Voilà. Mais en fait, ils ont été critiqués par tout le monde. Donc ils ont juste essayé de trouver un compromis qui leur permettait de faire plaisir à la majorité et pas à tout le monde, et ça ils le savaient. Donc c'est pas inintéressant, mais pour moi c'est clairement qu'une première étape, et je pense qu'ils ont juste eu le mérite de mettre le pied dans la porte et de continuer à pouvoir en débattre et de voir s'il n'y a pas à améliorer. Et donc il y a ce sujet, pour moi on n'a pas les leviers encore pour le faire. Et ensuite il y a la question, moi la copy fair license, après c'est une question vraiment, mais moi ça me fait penser à tout ce qui est, alors j'utilise fair trade, que je pense au label qu'on a dans certains produits qu'on achète, où on se dit, non mais c'est pas une critique, on se dit c'est plus éthique. C'est mieux parce que commercialement parlant, je suis consommateur, je sais ce que je paye, je sais que je me fais pas. Donc je trouve que c'est utile d'un point de vue relation commerciale entre l'utilisateur, l'entreprise et le fournisseur. Mais d'un point de vue liberté associée à la techno qui est derrière, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que finalement les gens en vivent. Et je pense que là, en fait, on est un peu dans ces deux sujets parce que il y a cette idée que tous les systèmes d'AI pourraient être, je sais pas comment dire, il pourrait y avoir une communauté complètement autonome autour de ce système-là qui le ferait vivre et qui permettrait à n'importe qui d'en disposer vis-à-vis de ses propres besoins de manière complètement décentralisée, un peu comme la free software. Donc, dans cette idée de j'arrive, je suis dans une île, il n'y a pas Internet, néanmoins je peux faire tourner mon intelligence artificielle, mon système d'intelligence artificielle. Je pense que si on posait la question à Richard Stallman, ce serait exactement son objectif. Pourquoi pas? Mais ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on organise ça, comment ça percole avec les opérateurs économiques ou les acteurs qui font du business là-dessus, qui veulent se démarquer, qui veulent pouvoir travailler avec des communautés, sur quoi, comment. Et là, ouais, pour moi, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de levier juridique. Peut-être il faut qu'on recherche encore pour sécuriser ça, donner confiance. Si je peux rebondir avant de te passer la parole, il y a un truc qui m'interpelle quand tu parles donc notamment de l'OSI et dans quelle mesure est-ce qu'ils ont légitimé de définir c'est quoi l'open source AI. En fait, j'aimerais presque aller à une question plus méta qui est est-ce que notamment par on est déjà assez méta, t'as raison. Une question plus OpenAI. Par rapport en fait à est-ce que moi j'ai l'impression que le fait que l'OSI se soit positionné par rapport à définir voici c'est quoi l'open source AI, c'est aussi que tout d'un coup ça récupère l'AI dans le cadre de l'open source. Et donc la question plus élevée, c'est en fait est-ce que c'est pas une question de légitimité par rapport à est-ce que l'OSI a la légitimité de définir cette chose, mais est-ce que ça a du sens de définir
l'open source par rapport à l'IA, alors que justement l'IA, c'est un système qui est construit de plein de différentes composantes, dont un seul composant a du sens d'être après open source, alors que le reste, ça sort en dehors de l'open source, en tout cas au niveau du fait que c'est pas du code source. Je te rejoins complètement, hein. Je crois qu'on a déjà eu à peu près cette discussion. En fait, je pense qu'ils l'ont fait, mais en réaction. En fait, vraiment, il y a une loi et un règlement européen qui utilisent ce terme. Et là, ils se disent, mince, on a une marque qui s'appelle open source. Notre rôle, c'est de certifier des licences, de s'assurer que personne d'autre n'utilise open source que ceux qui ont effectivement un logiciel diffusé sous une licence open source. Et tout le monde va faire de l'open source. Donc en fait, si on fait rien, on se fait bouffer. Et d'ailleurs, la manière dont ça a été défendu, je ne sais plus si c'est là maintenant ou si c'est d'autres conférences là que j'en parlais, mais la manière dont ça a été défendu au sein de l'OSI, ça a été super complexe. Ils ont perdu des membres du board, ils ont eu des nouveaux des nouveaux membres, ils ont perdu des gros financements, ils ont eu d'autres financements. En fait, ça a reconfiguré complètement le positionnement de l'OSI en un an. Et donc je pense que ce n'était pas évident, mais l'argument principal, c'était on ne peut pas ne pas le faire. En fait, il y a trop de risques à ne pas le faire. C'est même pas qu'on a envie d'aller quelque part où il faut aller parce que c'est la tendance, c'est que si on ne le fait pas, on se fait juste diluer parmi quelque chose qui n'est pas du tout conforme à notre mission. Peut-être juste un dernier point alors, et après on ouvre aux questions. Par rapport, je rebondis sur ton deuxième truc, c'est par rapport donc aux questions commerciales. En fait, je pense que ce que tu disais par rapport à il y a un intérêt à faire de l'open source, j'ai l'impression qu'en fait, si on regarde notamment les différentes licences qui sont utilisées, aujourd'hui, c'est pas commercial, non commercial, c'est commercial pour une grande majorité des utilisateurs et non commercial pour une autre majorité des gros acteurs. De façon à, j'ai l'impression que ces typologies de licences, elles permettent effectivement quand même de bénéficier de l'écosystème du réseau d'experts ou de contributeurs en open source, puisque à moins que tu sois une grosse boîte, tu n'as pas besoin de payer, tu peux faire sortir l'utilisation. Donc en fait, le bénéfice qui s'offre à l'open source par rapport au network effect, par rapport au fait qu'il y a d'autres écosystèmes qui se pluguent autour de ça, on peut quand même y bénéficier. Par contre, si c'est un acteur soit qui a trop de revenus, soit qui a trop d'utilisateurs, dans ce cas, on rentre dans le volet commercial. Et ça, j'ai l'impression que c'est des licences nouvelles, où en fait, c'est récent d'avoir fait cette distinction où c'est non commercial pour les petits acteurs, on va dire, et commercial pour les grands acteurs. Est-ce que ça répond à ce besoin ou pas? En fait, je suis pas sûr que c'est nouveau. Hein. Vraiment, APITOS, on n'était que sur les API, et ça faisait partie de ce qu'on remontait, en disant... En fait, ce qui est important, c'est de comprendre dans les API quelles sont les... En fait, il y a plein de politiques différentes tarifaires. Il y a souvent cette idée qu'effectivement les petits utilisateurs ne payent pas là où les gros payent. L'open data dans les collectivités se finance notamment là-dessus. C'est en disant, vous faites un usage pour accéder à nos données, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez baser votre API sur la nôtre, là, ça va être payant parce qu'en fait, vous nous faites peser une grosse charge. Donc, pour moi, c'est pas contradictoire. C'est pas nouveau et je pense que ce qu'on a dans les AI, c'est la même chose que ce qu'on a dans des services qui ne s'appuient pas du tout sur l'AI là-dessus, d'un point de vue économique. Ensuite, le projet APITOS, c'était un projet de recherche. Là, en ce moment, on ne le pousse pas plus que ça. Donc, je ne dis pas ça pour dire aussi aller voir ce qu'il y a dessus. Mais ce qu'on avait dit, c'est que globalement, il y a certains éléments qui donnent confiance. Et le but, c'est qu'ils soient visibles. Et ensuite, il y a des éléments qui sont nécessaires, qui sont spécifiques à chaque acteur, notamment les conditions tarifaires. Ça, pareil, il faut que ça soit transparent, ça répond à certains critères. Mais c'est parallèle. C'est normal que lorsqu'on a une société, qu'on propose du service, normal qu'on fasse payer à certains. À la limite, c'est même sain qu'on se fasse payer parce que ça donne une certaine pérennité. Donc c'est pour ça que moi, je pense que d'un point de vue fournisseur de services, via des API ou peu importe, en tout cas, il y a des éléments de transparence et de confiance à construire. Et là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment les outils. On avait proposé des choses, on n'a pas eu le temps de pousser assez loin. Et je pense aussi que c'est important pour les acheteurs. Alors là, ça fait très business, mais on le voit dans le salon open source. Par exemple, les grosses administrations, lorsqu'elles achètent de l'open source, en fait, pour elles, ça leur permet, d'un point de vue du marché, de savoir précisément ce qu'elles vont avoir comme bénéfice au titre des licences qui sont apportées. Et là, il y a un peu la même chose. Je pense qu'il y a des acteurs qui voudraient typiquement avoir des services sur base d'intelligence artificielle, mais qui voudraient pouvoir s'assurer que les services qui leur seront proposés, c'est des services qui répondent à un certain nombre de conditions qui sont à construire, mais qui n'existent pas encore. Non, je réfléchis à Watt. Ok. Avant de terminer, on va prendre peut-être 2 questions de l'audience, s'il y a des questions pressantes.
Bonjour, merci. Dans les modèles économiques autour de logiciels libres, il y a ce qu'on appelle l'open core, avec la possibilité de faire des modules un peu plus métiers qui sont vendus sous licence propriétaire autour d'un socle libre assez générique. Est-ce que vous voyez des tendances là-dessus autour de l'IA? En fait, c'est ma grande question. Je ne sais pas si c'est les tendances, mais j'ai vu quelques projets comme ça. Est-ce que tu as le micro? Tu peux pas avoir le micro et entendre. C'est bon. Je disais, j'ai vu des projets comme ça, notamment des projets qui venaient de la recherche, qui différenciaient le modèle, en tout cas tout ce qui était construction d'une IA générique et des IA beaucoup plus spécifiques pour faire tourner des robots dans tel type d'environnement, ainsi de suite. Donc, ils faisaient cette adaptation. En fait, c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un écosystème, d'une communauté pour faire vivre l'IA générique. Et ensuite, pouvoir, avoir dans la durabilité du modèle économique, mais construire des modèles spécifiques qui permettaient de répondre à des besoins particuliers. Comme pour l'open source. Hein. Il y a un autre point qui mérite d'être creusé, c'est que tu faisais référence au règlement européen sur l'IA. Et les définitions, enfin, qui ne sont pas vraiment des définitions dans les articles, vous savez, dans les règlements, c'est des textes qui ont des considérants, c'est ce qui vient un peu donner le contexte. Puis il y a les articles qui ont une force un peu plus contraignante. Dans les considérants, on parle d'open source, mais on dit que tout le régime d'exception sur l'open source ne s'applique plus à partir du moment où vous en tirez un bénéfice pécunier. Donc, ça peut poser des questions par rapport à votre interrogation, qui est le fait de savoir si, enfin, en tout cas, selon les membres du Parlement de l'Union européenne, si, en contrepartie de la mise à disposition d'une brique open source, vous en tirez soit de la data que vous pouvez indirectement derrière monétiser, soit un avantage financier, le régime d'exception, notamment en termes de documentation, ne s'applique plus. Je rebondis juste rapidement là-dessus. Ce matin, on parlait du CRA, du Cyber Resilience Act. Il y a exactement le même procédé. Il y a cette idée de... On va protéger par un principe d'exception les communautés open source. En revanche, le fabricant, l'industriel qui gagne sa vie là-dessus, ou qui a une activité commerciale indirecte ou directe, lui, il rentre en plein dans la réglementation. Oui, c'est complètement pareil pour l'IA. Ouais. Je pars de ce que vous avez fait état du conflit qu'il y a eu à l'intérieur de l'OSI quand elle s'est saisie de cette question-là. L'open source, quelque part, il a bénéficié d'un rapport de force entre les gros intérêts et les petits chercheurs, développeurs dans leur coin, etc., du fait que coder était beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui développer des systèmes IA. Pour arriver à ouvrir plus l'IA, où se situeraient en fait les éléments qui pourraient équilibrer le rapport de force pour arriver demain à une IA beaucoup plus ouverte que ce qu'elle pourrait l'être, parce que l'IA nécessite les moyens des gros quelque part pour pouvoir s'ouvrir. Je sais pas si... Je vais vous passer le micro, mais la première chose déjà, c'est que la pyramide de Maslow de l'IA n'est pas la même. Vous avez le computing power en bas, et c'est la grande différence. Donc les GPU, de toute manière, c'est pour ça que d'ici 10 ans, il n'y aura que 5 acteurs qui sont verticalement intégrés avec les GPU. Donc de fait, c'est très différent. Oui, je pense que ça revient à la question de l'open source et notamment la question des données. En fait, même si les données étaient potentiellement ouvertes en full open source, ça reste c'est pas comme le logiciel où tu as le code source et tu peux le faire tourner sur ton ordi. Donc en fait, même moi j'ai de plus en plus de doutes sur est-ce que le concept d'open source a du sens de s'appliquer dans le système IA, parce que notamment le concept d'open source, c'est que n'importe qui peut étudier mais aussi réutiliser et aussi réentraîner dans le cas de l'IA. Et dans ce cas, c'est des gros acteurs. Et en vrai, ça justifie aussi pourquoi est-ce que les licences aujourd'hui qui sont utilisées, elles essaient de bloquer les grands acteurs, en fait. Donc, je pense que la question d'obliger les développeurs d'IA
de dévoiler les données pour pouvoir être considéré open source, je pense que ça a du sens dans le sens propre et fondamental de l'open source, mais en vrai, il manque la chose qui passe avant, qui est l'entraînement. Donc en fait, c'est open source, mais ça n'a pas la même valeur open source qu'un logiciel qui n'a pas besoin d'entraînement. Non, mais je suis complètement en phase, hein. Et c'est pour ça que c'est les sujets géopolitiques aussi. En se disant, aujourd'hui, on n'est pas capable de... Mais moi, après, j'allais dire, peut-être la recherche. Oui. Et c'est aussi pour ça que la recherche est aussi présente dans ces sujets-là, hein. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Et ça permet de repositionner la recherche, mais en amont, mais dans sa globalité aussi, pour dire que si le virage est loupé, ce sera très difficile de le rattraper. Vous avez peut-être vu l'initiative aux États-Unis où des chercheurs de Stanford expliquent qu'ils n'ont pas accès à assez de GPU par rapport au private lab. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus qu'on soit trop naïf sur le fait que les pouvoirs publics français vont. Il y a accès à certains GPU, Jean Zé ou autres, quand on est sur une approche académique ou associative. Mais si même aux États-Unis, les labs des plus grandes universités expliquent qu'ils sont sur un facteur 10 ou 100 moins équipés que les private labs, il y a cette question-là. Pour autant, ça c'est une partie du problème. Il y a aussi des opportunités qui ne se jouent pas au niveau des modèles. Vous pouvez aussi utiliser un pre-train modèle qui est pas complètement ouvert, mais dont certains des composants sont ouverts. Et vous, sur l'aspect d'inférence, ou si on va dans le nouveau terme clé des années 2025-2026 sur l'aspect orchestration agentique par-dessus, vous pouvez aussi avoir des cas d'usage qui sont très intéressants en termes de partage, en termes d'incapacité d'autres acteurs de l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi éviter peut-être une approche tout ou rien. Il y a peut-être des nuances de choses qui sont bénéfiques si on les distingue bien. Bah c'est un point lié à la recherche, là, justement. Regardez, en fait, les chercheurs, si on n'a pas accès aux données, en l'occurrence, parce qu'on ne les a pas. C'est-à-dire, Yann Lequin, pourquoi il est chez Meta? Il aurait pu rester en France, hein. Simplement, tu n'as pas accès aux GAFAM. C'est les GAFAM qu'on les donnait. Si tu veux vraiment faire de l'entraînement très important sur ces problèmes-là, à mon avis, voilà. Et plus le temps de calcul, bien évidemment. Alors, il y a quand même des domaines. Moi, il y a des points où je vois des évolutions qui sont intéressantes dans le domaine de la recherche, mais je crois qu'on n'en parle pas encore beaucoup. C'est dans le domaine de tout ce qui est prédiction météorologique. Moi, ça m'a un peu blousé. Il y a Nvidia et d'autres qui ont commencé à s'intéresser à cette application-là, et ils ont des résultats méchants, parce qu'effectivement, les données météo, elles sont ouvertes, et ils font des entraînements avec ça, et les résultats qu'ils ont, c'est un peu blousant, et Météo France commence sérieusement à penser IA en pratique. C'est pas pour la prédiction à court terme, c'est la prédiction à moyen terme. Il y a des résultats vraiment un peu blousants. Voilà. On ne comprend pas, parce que le problème de l'IA, faut quand même pas, en point de vue recherche, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche. C'est des corrélations, etc. Mais alors, de là à reconstruire quelque chose de déterministe avec vraiment de la connaissance scientifique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, si tu as les données, une masse énorme de données, tu arrives à faire quelque chose, mais tu n'as pas encore très bien compris pourquoi. Il y a des problèmes aussi à un niveau plus épistémologique, si tu veux, tu vois. Et puis le gros calcul, alors ça, c'est quand même le fond du problème. Plus quand même le coût environnemental qui va avec. Ça va commencer, à mon avis, à être des points un peu de rupture. Un autre problème aussi, vous ne l'avez pas abordé, mais moi j'ai appris récemment que des boîtes comme OpenIA, je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'est OpenIA, commencent sérieusement à avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Parce que, non mais je parle des droits d'auteur, le fait qu'ils moissonnent, si les auteurs ne sont pas d'accord qu'on moissonne leur truc. Et je crois qu'il y a des procès qui ont commencé il y a quelques mois là-dessus. Ça va faire mal. Oui, parce que probablement. En tous les cas, il y a un cas en ce moment. Tu es peut-être au courant. Non, oui, non, il y en a eu plein. Pour moi, c'est les derniers soubresauts de la propriété intellectuelle pour lutter contre l'IA. Non, je pense. Non, je suis un peu taquin, mais je pense que l'IA va complètement amener à repenser la propriété intellectuelle. Et je pense que c'est une opportunité parce que ça permet peut-être de remettre un peu plus d'humain dans tout ça, là où la propriété intellectuelle a eu tendance parfois à oublier les humains. Donc
J'aimerais bien qu'on réussisse à trouver une organisation sociale sur la production d'IA, de systèmes d'IA, qui soit plus juste, ainsi de suite. Donc, Alors, ta remarque me plaît énormément. Pourquoi ? Parce que les chercheurs, on n'est pas payés avec notre propriété intellectuelle. Donc, il ne faut pas qu'on ait notre propriété intellectuelle. Et là, on est quand même à des interfaces très fortes avec la recherche. C'est-à-dire que, et je parlais là de la météo, quand même, les données sont publiques. Sauf qu'un jour, ça va peut-être être fermé, si tu veux. Mais il y a quand même l'idée, tout ce qui est recherche, normalement, c'est quand même public. Et nous, on n'a pas aucun intérêt à garder notre droit d'auteur, parce que justement, c'est les publishers après qui nous les piquent. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir, raisonner à quel serait... Parce que tu te souviens, quand il y avait eu cette discussion à Bruxelles sur la révision de la question de propriété intellectuelle, on était tout un groupe de chercheurs à dire, mais nous, on ne veut pas notre droit d'auteur. Et donc, il faut que vous nous sortiez de ce qu'après... On n'est pas dans cette négociation-là de surprotéger le droit d'auteur. On veut au contraire l'enlever. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais, je voulais juste on est payé par de l'argent public, c'est ça l'explication, et on ne vit pas de notre droit d'auteur, tout simplement. Ouais, je vais juste ajouter un point sur ça. C'est en fait, je pense qu'il y a aussi En fait, il y a pas mal de débats, notamment sur la question de est-ce que le data mining est en violation ou pas, est-ce qu'on peut opt-in ou opt-out, etc. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement utilisent la propriété intellectuelle pour essayer de revendiquer la protection des auteurs, etc. Et en vrai, je pense que c'est un peu comme toutes les histoires du droit d'auteur qui essayent de s'étendre un petit peu plus. Et en vrai, ce que ça bénéficie, c'est si un auteur était rémunéré pour un centième de centime parce que son œuvre est utilisée dans un modèle, ça ne va pas vraiment aider les auteurs. Par contre, le fait de déterminer que c'est qu'il faut compenser et donc augmenter énormément les coûts pour les personnes qui entraînent les systèmes d'IA, c'est aussi un mécanisme qui va renforcer déjà les acteurs très gros qui peuvent se permettre de payer ces licences et en fait, d'une certaine façon, d'éjecter toute possibilité de concurrence par des petits acteurs qui, eux, n'ont pas la possibilité. Donc, en fait, il y a toute cette argumentation qui, je pense, est assez subtile parce qu'évidemment, on veut tous protéger les droits des auteurs et des artistes. Et en vrai, spécifiquement, indépendamment si les chercheurs ou pas, mais en tout cas les auteurs et les artistes, d'habitude on essaye de vouloir protéger leurs droits. Et en fait c'est aussi même si là ils sont en train de se prendre des litiges, en vrai c'est aussi un argument qui va soutenir une concentration de l'entraînement au sein des grands acteurs à la OpenAI qui vont pouvoir payer effectivement ou qui vont acheter des licences à des contenus. Et en fin de compte, dans tous les cas, ça ne va pas aller aider les artistes, mais ça va créer une société où en fait, on a moins de choix par rapport aux modèles qu'on peut utiliser parce qu'il y a moins de modèles en général, quoi. Est-ce que les panélistes ont un mot de la fin? C'est bon. Ok. Merci à tous. Une licence légale sur le fait de manipuler des données pour entraîner des algos et on trouve une vraie manière de redistribuer l'argent qui est ainsi collecté à la culture. Il faut être hypocrite, mais ce sera mieux que d'autres licences légales.